Bonjour. Je vous laisse. Donc merci d'être là pour cette finale du concours de start-up. Cette année, il y a eu un petit changement. En fait, d'habitude, on fait le premier jour les demi-finales et ensuite les finales. Cette année, on a décidé de faire directement les finales. Et ce qu'on a proposé, en fait, c'est de faire venir nos partenaires France Digital, une association qui fédère start-up et investisseurs, pour venir faire le France Digital Tour. Donc ça consistait hier des rencontres directes entre start-up et investisseurs. Au regard de ça, ensuite, on a vu pas mal de belles start-up. Et avec les investisseurs, on a fait notre sélection et on va vous présenter tout à l'heure donc 3 startups qui vont venir pitcher ici. 5 minutes de pitch, 5 minutes de questions, assez classiques. Et ensuite, on ira derrière avec le jury pour délibérer et choisir un gagnant et puis faire des commentaires aussi sur les boîtes qui se sont présentées devant vous. Je suis très fier, je vais vous présenter donc Carole qui l'année dernière a gagné le concours. Et puis, Carole va se présenter, ce qu'elle fait et puis faire un petit commentaire aussi sur le concours et la dynamique du concours. Voilà. Merci Carole. Super, merci. Alors je suis Carole Bollard, je suis cofondatrice, on est 3 de Tikeway. Donc Tikeway permet de mettre une paire de lunettes sur ses yeux et de partager en live son point de vue à n'importe qui à travers le monde. Voilà, on vend notre solution à des grands groupes industriels qui ont souvent des techniciens sur le terrain. Nous, l'année dernière, on est venu faire le concours du Blend Web Mix et ça nous a beaucoup apporté en termes de visibilité presse, en termes de visibilité auprès des VC de la région lyonnaise. On s'est amusé ensuite à se faire challenger par eux et c'était hyper intéressant parce que du coup, on s'est retrouvé à devoir remettre notre stratégie à plat et la retravailler, revoir le discours commercial, enfin voilà, un peu sur tous les gros pôles, on a tout repris et c'était hyper intéressant d'avoir des gens qui juste ont l'expérience que nous, on n'a pas et qui voient toute la journée des startups. Et on a eu évidemment un énorme baby-foot qu'on a mis dans notre incubateur pour le grand plaisir de toutes les startups. Voilà, donc je souhaite bonne chance à toutes les startups qui participent. Merci Carole. Mais on va attaquer directement. On va appeler Angie de Varanida pour le premier pitch de startup. Et puis le jury aussi qui va nous rejoindre. François ? On a déjà le premier membre du jury, François Santi de Cap Horn. Un petit applaudissement s'il vous plaît. Merci. Alors, non, asseyez-vous, on va vous laisser, moi je serai en backstage, je vais surveillance backstage. Très rapidement, alors très rapide un petit mot, vous présentez votre nom et le fonds d'investissement que vous représentez. Allez, on va commencer par là. Donc, François Santi, Cap Horn Invest. Bonjour, Pauline Elaya. Bonjour, Manon Xange. Bonjour, Rémi Berthier, Créaxi. Bonjour, Valère, Ainov. Bonjour, je m'appelle Louis, je travaille chez Point9. Et bonjour, le dernier, Boris chez Partech. Super, merci beaucoup. On va commencer donc les présentations et bon courage. Angie. Bonjour, je travaille chez Varanida, je m'appelle Angie. Donc enchanté tout le monde, mesdames, messieurs. Pardon. Donc Varanida, c'est une infrastructure blockchain pour le monde de la publicité et du média en ligne. Je vais essayer de parler en même temps à tout le monde. Déjà, juste, qui possède un ad blocker sur son ordinateur? Si vous levez la main. Voilà, c'est pas mal. Pas beaucoup, ok, c'est pas mal. Il faut savoir qu'il y a 20% d'utilisateurs de ad blocker dans le monde, donc c'est entre 200 et 300 millions de personnes. La raison, c'est qu'on en a marre d'avoir des publicités qui nous ciblent, mais c'est aussi parce que toutes nos données, on l'a vu avec le RGPD, sont utilisées sans notre consentement. Donc c'est un vrai problème dans cette industrie. Un autre des gros problèmes qui existent dans l'industrie du média et de la publicité, c'est la fraude. On parle de 17 milliards par an qui partent en fumée, en faux clics, en fausses vues, dans des fermes à clics, différents endroits du monde. Et donc ce qu'on essaie de construire avec Varanida, c'est ce qu'on appelle une infrastructure blockchain. Alors je vais essayer d'expliquer rapidement.
Vous avez le schéma en haut. Alors la blockchain, je n'ai pas le temps, j'ai que 5 minutes, donc je vais partir du principe que vous savez ce que c'est. Et nous, on construit ce qui est au-dessus. Donc ça va être des règles de jeu qui vont permettre à des médias, donc des sites que vous regardez régulièrement, des marques, des agences et tout un tas d'intermédiaires, d'avoir plus confiance les uns envers les autres. Et donc, la première application qu'on a créée il y a à peine 5 mois, c'est ce qui est tout en haut, donc ce qu'on a appelé le Ad Controller. Donc, c'est ça que je vais vous présenter rapidement. C'est une extension que vous pouvez installer dès maintenant sur votre navigateur Chrome ou Firefox, qui va vous permettre de décider si vous voulez voir ou non de la publicité. Donc, c'est la partie Ad Controller sur la gauche. Et un data wallet qui va vous permettre de conserver votre donnée et de décider si vous voulez la partager ou pas avec un site que vous visitez. Donc un site de confiance, par exemple, vous allez dire « moi, j'accepte de partager ma donnée ». L'idée, donc, c'est de reprendre la propriété de nos données personnelles et éventuellement la monétiser. Pourquoi on pourrait monétiser notre voiture ou notre appartement avec Uber ou Airbnb? Pourquoi on ne pourrait pas monétiser notre donnée personnelle? Donc ça, c'est juste vraiment une première application du protocole Varanida qu'on construit. Donc on l'a lancé le jour de la RGPD. Et on est assez content puisqu'on a déjà eu 150 000 téléchargements, sûrement 155 000 alors je parle, et plus de 1 milliard de publicités bloquées en à peine 5 mois. Donc j'espère que certains d'entre vous l'installeront. Parce qu'il faut savoir que les adblockers traditionnels, donc qui sont AdBlock Plus par exemple, s'il y en a qui ont AdBlock Plus, revendent vos données à Google, à Facebook, à Criteo, sans votre consentement. Ou alors vous ne l'avez pas vu, c'est en toute petite ligne quand vous cliquez pour installer l'extension. Voilà certaines des alternatives avec lesquelles on essaie de se positionner, en tout cas sur ce premier prototype donc, de Ad Controller. Donc on a les navigateurs privés, qui sont des solutions qui finalement ne proposent pas de monétisation, ou en tout cas de modèle d'advertising, donc ils posent certains problèmes à l'industrie. D'autres, les adblockers, je viens d'en parler, qui sont très néfastes pour la monétisation des contenus, donc qui font qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de sites de qualité qui sont en train de mourir parce qu'ils n'arrivent plus à monétiser leur audience. Et donc c'est pour ça que vous avez toujours cette pop-up qui vous dit est-ce que vous voulez acheter le contenu sur Le Monde ou le contenu sur l'équipe ou vous abonner, ce qu'on ne fait jamais d'ailleurs. Donc, business model rapidement. Donc cette infrastructure qu'on entrevoit, elle a 3, on va dire, streams, en tout cas, flow de revenus. Le premier, c'est un network fee. Donc là, c'est pour payer les fees de la blockchain, donc les frais de blockchain. Donc c'est juste 1%. Ensuite, on a des commissions sur, bien sûr, les campagnes de publicité qui passent à travers notre réseau. Donc on parle d'un réseau vérifié puisqu'on permet en fait aux utilisateurs du réseau de valider la qualité des publicités. Et enfin, un modèle d'application où là, les applications paient soit à la requête, sur un format d'API payante, ou alors à l'insertion de leurs applications à l'intérieur du network. Rapidement, donc on est une équipe de 3 cofondateurs, avec moi-même et Fawzi. On a monté une première société il y a plus de 10 ans dans le domaine du marketing et de l'advertising qui s'appelle Dose.com. On a été rejoint sur cette aventure donc en début d'année par un serial entrepreneur qui s'appelle Thomas Schmider, qui est assez connu par les Lyonnais. Voilà. Si vous voulez télécharger notre application, voilà l'adresse. Je vous remercie. Merci. Merci NJ. Les questions? Ouais, plein. Je vais essayer de me limiter à 2 pour que tout le monde puisse parler. Bon, d'une part, c'est pas bien de mettre de l'adblock parce que nous, on a investi dans plein de boîtes de la tech et de la martech, donc vous empêchez nos boîtes de faire du chiffre d'affaires, donc s'il vous plaît, enlevez-les. 2 questions. Une sur est-ce que profondément le sujet aujourd'hui pour les publishers, il se situe à ce niveau-là? C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'initiatives autour de qu'est-ce qu'on peut faire autour du paywall. Typiquement, 10 ans de tentatives sur le micro-paiement qui ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, on essaye de faire basculer les gens sur l'abonnement, c'est très compliqué. Il y a aujourd'hui des enjeux publishers qui sont énormes sur perdre ou pas l'audience. À mon sens, ils ne se posent aussi pas assez la question de la qualité de leur contenu, mais ça, c'est un autre débat. Comment est-ce que vous traitez ça? Est-ce que vous le remettez dans une perspective un peu plus large? Parce qu'il y a eu des initiatives
pour beaucoup qui sont challengés. Il y a SourcePoint aux US, il y en a plein en France, 3 ou 4. Quelle démarche vous avez vis-à-vis de ça? Et après, de façon plus pragmatique, sur le business model, ça semble assez complexe dans un monde ad-tech qui aujourd'hui a besoin justement de lisibilité et de transparence. Comment est-ce que vous traitez ce sujet vis-à-vis d'un business model qui est aujourd'hui à 3 briques? Oui, je vais essayer d'être rapide. Donc, sur la partie monétisation des publishers, c'est une des grosses problématiques pour eux. Et en effet, donc, les adblockers n'aident pas du tout. Donc, en fait, ce qu'on propose ici, là, la première extension que j'ai montrée, donc c'est une extension côté utilisateur. Et on a une application qui est en train d'être développée, qui est justement un paywall, mais un paywall transparent. C'est-à-dire que l'utilisateur dit « j'accepte de partager ma donnée avec le monde ». Et derrière, j'ai accès à des contenus premium. Parce qu'en fait, la monétisation, elle est faite, le gros de la monétisation pour un publisher, elle est faite par la revente de sa data et donc du ciblage. Donc en fait, ce qu'on essaie d'apporter, c'est d'un côté à l'utilisateur le choix de dire je partage ma donnée et j'ai un reward, un incentive qui est visible, parce que directement j'ai accès à du contenu. Et éventuellement de faire enlever la frustration d'aller chercher une carte bleue alors que personne n'utilise sa carte bleue pour s'abonner pour faire de la microtransaction en tout cas. Donc c'est vrai que là, la partie tokenisation de ce qu'on propose est super intéressante parce que en fait, l'échange de data, enfin le consentement, je donne ma donnée, j'accède à du contenu, c'est porté par le token et il n'y a pas cette frustration de la carte bleue. Donc voilà, c'est une des réponses en tout cas, mais c'est vrai que c'est un débat, on pourrait en parler assez longtemps. Et sur la partie business model, alors c'est vraiment une première approche, on met les network fees, on met la partie commission sur les campagnes, mais en vrai, le cœur du business model, c'est ce qui a été mis en avant en vert, c'est donc la partie application et la partie API en fait. Donc c'est un business model qu'on veut vraiment ouvert, où les gens vont pouvoir venir construire sur notre infrastructure. Et voilà, on veut que ça soit le plus simple possible en tout cas, mais j'essaierai de simplifier la slide du coup, merci. Ouais, pour bien comprendre sur le produit, c'est quoi l'avantage de la blockchain par rapport à ce qui peut exister par ailleurs? Alors, c'est toujours la question que j'adore. Donc la blockchain, c'est le buzz du moment. En fait, la blockchain, on dit qu'on fait la blockchain parce que ça plaît, plutôt que parce qu'aujourd'hui c'est archi scalable ou archi efficient sur la partie coût. En fait, cette industrie elle a un gros problème de confiance et avant tout, la blockchain a été créée pour justement permettre d'avoir plus de confiance dans des transactions, notamment les transactions financières. Et l'idée ici, c'est d'avoir simplement une base de données qui est visible, auditable, immuable, etc., etc. Donc toutes les qualités d'une blockchain, et d'y mettre certaines transactions. Donc par exemple, les transactions du fait que je donne mon consentement à un site, donc du RGPD mais version blockchain, ou alors qu'on a la traçabilité des enchères donc là on rentre précisément sur la partie real-time bidding en fait, qui aujourd'hui est très très obscure. Donc on ne sait pas, quand on est une marque, on ne sait pas pourquoi on arrive à payer 10 centimes du clic ou 20 euros du CPM. On n'a pas d'identité parce que en fait tous les ad-tech providers sont cloisonnés et ont leurs propres chiffres, etc. Donc l'idée, c'est d'utiliser la blockchain comme espèce de répertoire transparent qui va redonner cette confiance. Et après, donc, je l'ai évoqué rapidement, la partie tokenisation, qui est super importante. Donc en fait, on dit toujours oui, moi, les crypto-monnaies, mais la blockchain, je crois à la blockchain, mais pas aux crypto-monnaies, mais en fait, les deux vont de pair. Et ici, dans cette industrie, la microtransaction est super intéressante à travailler. Donc c'est pour ça qu'on... Merci beaucoup. Non, je continue de parler. Si tu restes, je crois que je vais avoir des gros yeux là-bas de la part. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Angie. Bravo. Bonne journée. Bravo. Donc, on va appeler Marion de Adapt Mon Web pour la deuxième session. Marion arrive de suite. Bonjour. Salut Marion. Bonjour. Merci beaucoup. Merci Allez, à vous. Let's go. Bonjour, donc Marion de Adapt Mon Web. Je viens aujourd'hui vous parler de l'accessibilité du numérique. Nous avons développé une solution qui permet de rendre le web accessible. Accessible, pourquoi et à qui? Aujourd'hui, juste en France, nous avons 2,5 millions de
personnes qui souffrent de troubles de la lecture, de déficience visuelle. J'ai noté par exemple des exemples ici. Quand on parle de dyslexie, qu'est-ce que c'est? On colle tous les mots, on n'arrive pas à faire la distinction de mots dans la phrase. Ou alors la dyspraxie, on saute des lignes et finalement c'est très flou. Donc rendez-vous compte, la lecture en fait sur un site internet est très compliqué. Je cite aussi les déficiences visuelles, donc voici des exemples de déficiences visuelles. Donc, quelques chiffres pour revenir dessus. Donc, je vous ai parlé de chiffres en France, donc 2,5 millions de personnes souffrent de troubles 10. Aux USA, c'est 52 millions de personnes. Dans les pays anglophones, enfin en Angleterre notamment, plus de 20% de la population. Et au Nigeria, 32 millions de 10. Bien sûr, ces chiffres s'appliquent sur d'autres pays. Donc, c'était notamment pour vous montrer l'importance de rendre un site accessible. Une dernière phrase aussi, donc selon le Parlement européen, en 2020, 120 millions de personnes souffriront dans l'Union européenne de troubles d'un handicap qui amèneront à des difficultés de lecture pour avoir accès à l'information sur Internet. Donc on a vu des chiffres sur le handicap. Aujourd'hui, j'aimerais aussi vous parler du nombre de sites accessibles en France. Donc 600 millions de sites Internet sont actifs. Donc ça prouve encore une fois l'importance de rendre l'information accessible à ces millions de sites. Les législateurs ont donc légiféré et travaillé sur des lois, et notamment le RG2A ou le W3C qui travaillent en permanence dessus, et dernier en date, l'article de loi du numérique d'Axel Lemaire. Donc, Adapt Mon Web, solution innovante d'accessibilité. Grâce à une seule ligne de code, nous vous permettons de rendre votre site accessible. Donc vous voyez une petite vidéo, plusieurs fonctionnalités ont été développées pour permettre à l'utilisateur final de paramétrer en fait son profil de lecture et de le personnaliser en fonction de son confort. On part du principe où en fait chaque handicap et chaque trouble est différent et donc il faut pouvoir s'adapter à n'importe quel besoin. Donc activer la synthèse vocale, changer la police d'un texte, l'agrandir, le diminuer, mais aussi nous avons travaillé sur donc l'espace 10 pour la dyslexie et on peut permettre de mettre tous les sons de la langue française en avant via un système de couleurs. Donc, pour exemple, voilà un site. Pour nous, on a l'impression que c'est un peu un sapin de Noël, mais en fait, ça aide un grand nombre à déchiffrer l'information sur Internet. Les bénéfices pour le client final qui est un éditeur de site ou un fournisseur de site Internet, finalement, c'est se différencier en fait, de ses concurrents. Parce que c'est intéressant aussi en termes de communication de dire à sa cible nous on rend notre site accessible et on pense à tous les publics et on favorise finalement l'inclusion numérique. Se mettre en conformité avec la loi. Il semblerait qu'en 2019 un nouveau décret soit voté pour rendre tous les... Enfin, que ce soit une obligation, même si aujourd'hui c'est déjà une obligation. Tant que malheureusement il n'y a pas de contrôle et d'amende derrière, c'est compliqué. Et au-delà de ça, d'aller chercher des nouveaux clients, notamment pour des sites e-commerce, où aujourd'hui on ne peut pas, les personnes ne peuvent pas lire leur site. Donc voilà, à destination du secteur public, intérêt général et grandes entreprises. Ma cible, donc les fournisseurs et les éditeurs de sites. Et l'offre aujourd'hui se traduit via un système d'abonnement. Abonnement sur mesure parce qu'il faut pouvoir mesurer le trafic du site, le nombre de pages, ou alors des licences pluriannuelles pour par exemple des collectivités territoriales ou des musées qui veulent faire appel à nous. Voilà, donc en conclusion, Adapt Mon Web, solution innovante d'accessibilité numérique pour rendre le web accessible. Bravo Marion, merci beaucoup. Merci. C'est clair. Super. Les questions. Boris, tu as l'air de vouloir shooter direct. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question sur le choix produit, en fait. Pourquoi vouloir s'intégrer sur le site web et pas côté utilisateur, par exemple, via un add-on navigateur? Via une extension, on y a longuement pensé. Aujourd'hui, je pense que c'est un
travail éco-citoyen. Je pense qu'il faut sensibiliser aussi les entreprises. Et en fait, la législation demande aux entreprises de proposer en fait un système d'accessibilité. Donc nous, on voulait vraiment le travailler côté client et aussi permettre aux utilisateurs qui en ont besoin de ne pas payer encore une solution supplémentaire parce qu'eux ont besoin d'outils au quotidien. Et là, on voulait vraiment que ce soit les entreprises qui prennent en charge ce dispositif. C'est très clair sur l'intention, sur la monétisation aussi, mais j'ai l'impression que c'est quand même un chemin qui est beaucoup plus difficile. Oui. Parce que d'un côté, il y a l'utilisateur, lui, s'il a le problème, il aura évidemment, j'imagine, très envie de télécharger une extension. Et je trouve que même si je comprends tout à fait les arguments, c'est vrai. J'ai l'impression que la capacité à les convaincre, en plus, vous donnez les chiffres, 600 millions de sites web, ça paraît quand même très difficile. Et il y a la sensation qu'il y a probablement un chemin un peu malin, essayant de mixer un peu les deux, parce que là, ça sent quand même la grosse galère. Oui, mais je pense que l'extension, on sait le faire techniquement, c'était déjà aussi sensibiliser le marché, apporter une offre comme ça, et si demain, on se dit, effectivement, l'extension, il faut qu'on puisse la sortir, techniquement, on sait déjà le faire, elle est déjà en machine, c'était plus cette stratégie qu'on voulait adopter dans un premier temps, mais effectivement, on peut... Merci beaucoup. Merci à vous. Petite question rapide. Au-delà de la vision éthique et sociale que je comprends bien, d'accès, de démocratisation de l'information, est-ce que tu peux traquer un retour sur investissement financier à tes clients? Question très simple. Hein. Évidemment, la vision est sociale, mais ça va vous rapporter X clients, car... Bien sûr. En fonction des chiffres, par exemple, sur un site e-commerce, on se dit que la croissance peut être de 8% supplémentaires, par exemple, parce que c'est des gens qui, aujourd'hui, ne viennent pas acheter sur Internet. Donc, sur un site e-commerce, le rendre accessible, ça veut dire, de la même manière où on a mis des rampes pour aider des personnes handicapées physiques, là, on apporte un outil supplémentaire. Et derrière, l'idée, c'est d'apporter très vite de la transformation et de leur prouver que c'est utile et que ça va permettre de passer commande. Ouais. Donc tu vas vraiment traquer ce taux de conversion pour démontrer que ta solution est intéressante. Bien sûr. Aujourd'hui, je vois des grands groupes, notamment des grands groupes médias, qui, eux, ont besoin de créer de l'abonnement sur le numérique. Et typiquement, rendre une information accessible, pour eux, c'est très important. Donc il faut que je puisse aller traquer et donner des chiffres, bien sûr. Du coup, j'ai une question un peu complémentaire. Effectivement, quel est le modèle économique? Comment est-ce que tu finalement factures ton client par rapport à la valeur ajoutée perçue? Est-ce que finalement c'est un fixe ou est-ce que c'est basé sur un tracking, sur effectivement ta capacité à prouver le ROI que tu apportes? Oui. Et après, j'avais une question annexe finalement, en fonction de ce panier moyen par site web. Est-ce que vous avez déjà finalement des premiers clients et est-ce que vous avez une idée du coût d'acquisition aussi de chaque client par rapport à ce que ça peut rapporter? Bien sûr. Le business model est assez différent en fonction des secteurs. Par exemple, notamment WordPress. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de sites sont faits sur WordPress. Donc, il faut qu'on a créé notre module qui est directement adaptable sur WordPress qu'on achète en une fois. Et après, c'est un système d'abonnement. Aujourd'hui, c'est un abonnement annuel. Il faut qu'on puisse, nous, en amont, vérifier le trafic du site, le nombre de pages à équiper, parce que derrière, ça fait appel à nos serveurs, donc il faut qu'on puisse finalement le mesurer. Donc le prix va aussi dépendre et évoluer en fonction du trafic. On a des collectivités territoriales qui nous demandent, par exemple, des licences sur 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc voilà, le business model est un peu sur mesure pour l'instant. On vient de le lancer en octobre, donc c'est vraiment tout nouveau. D'ailleurs, si vous voulez aller le tester, il est sur le site du Blend Web Mix. Et pardon, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Il y avait la notion de coût d'acquisition, mais a priori, comme vous démarrez, vous n'avez peut-être pas encore une... Pas encore. Pour l'instant, on a quand même de l'intérêt, parce que notamment les collectivités territoriales ont besoin de se rendre accessibles. Je vous parlais de grands médias, parce que je viens d'un média audiovisuel. Donc voilà, je vois aussi prochainement le CSA. Enfin, c'est des choses... c'est des clients, futurs clients potentiels, oui, exactement. Merci. Je ne sais pas, dites-moi. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci Marion. Merci. Bravo. Super. Donc on va appeler maintenant Yann de Joby Paper, ou Joby Paper. C'est plus américain, Joby Paper.
trouve pas le chemin. Je sais il va arriver. Bonjour à tous. Je pensais que tu allais faire une entrée fracassante en arrivant comme ça. J'ai peut-être pas trop le temps de monter du coup. Ouais, bon, la prochaine fois on se fait ça. Allez, let's go. Bonjour à tous. Du coup, je suis Yann, cofondateur de Joby Paper. Donc du coup, chez Joby Paper, on permet à plus de 20 000 personnes de trouver des petits boulots, type vente en magasin, restauration, accueil événementiel, dans plus de 600 entreprises en France. Donc on s'est lancé il y a 1 an et demi. On est basé donc à Lyon, on est une équipe de 8 personnes. On a complété à peu près 5300 jobs en 2018, donc ça représente à peu près 21 000 candidatures sur notre plateforme. Et donc on a eu la chance de rencontrer les équipes de Y Combinator dans la Silicon Valley pour l'interview. Malheureusement, du coup, on n'a pas été sélectionné. On a appris beaucoup de cette expérience. Donc voilà, en gros, je suppose que vous êtes tous au courant que le marché du travail est en plein boom, en pleine mutation. Donc les entreprises cherchent des effectifs de plus en plus flexibles. Il y a de moins en moins de jobs à plein temps disponibles. Donc juste pour un petit exemple, en France, en 2017, il y a 87% des contrats qui ont été signés qui étaient des CDD. Donc ça représente un peu plus de 19 millions de CDD. Sur ces CDD-là, 83% étaient de moins d'1 mois et 30% étaient de moins d'une journée. Donc en gros, qu'est-ce que ça dit ? Ça veut dire que déjà, le job est de plus en plus temporaire, plus en plus à court terme. Donc quand on voit qu'il y a 30% des CDD qui étaient de moins d'une journée, alors que ça représentait 8% en 2001. Donc voilà, vous rajoutez à ça une petite couche d'automatisation et ça fait que dans quelques années, il y a 75 millions de jobs qui vont disparaître. Donc voilà. Du coup, recrutement de travailleurs temporaires, c'est complètement différent que le recrutement de personnes à plein temps. En gros, on a beaucoup moins de temps à louer au recrutement des personnes, sachant qu'ils ne sont pas là sur le long terme. On a beaucoup de turnover. En plus de ça, aujourd'hui, il y a du freelancing, il y a du CDD, il y a de l'intérim. Donc le marché du travail est de plus en plus compliqué pour les entreprises. Et les nouvelles générations ont envie de bosser avec de la flexibilité. Du coup, côté worker, moins en moins de jobs à plein temps. Le problème aussi de ces travailleurs temporaires, c'est du coup qu'ils n'ont pas suffisamment de travail. Ils travaillent souvent en part-time. C'est pas ce qu'ils cherchent. Ils voudraient travailler plus, mais ils trouvent pas. Ils ont également ils peuvent mal prédire combien d'argent ils vont gagner la semaine prochaine, la semaine d'après. Peu de flexibilité et donc pour trouver ce type de job aussi c'est compliqué à part si on bosse sur les plateformes comme Uber ou Deliveroo. Donc en gros, nous, notre objectif c'est de transformer le recrutement en Europe et du coup de permettre toute cette flexibilité sur le marché du travail. Comment ça fonctionne ? Sur Joby Paper, je cherche du boulot. En gros, j'ai accès à un job board avec toutes les annonces disponibles et je candidate pour rejoindre des pools de workers d'entreprises. C'est-à-dire que je candidate pour rejoindre une entreprise. Par exemple, je vais prendre un exemple simple, McDonald's. McDonald's peut me proposer plusieurs jobs par semaine que je vais pouvoir choisir. Donc, je candidate, je rejoins son équipe. Ensuite, j'arrive dans un logiciel de gestion. Et donc, c'est là que l'entreprise, donc, elle a validé mes compétences, elle me met dans son pool et elle m'envoie des jobs tous les jours, toutes les semaines. J'ai plus qu'à choisir ce que je fais. Donc voilà comment ça fonctionne. On a un job board et un logiciel de gestion. Aujourd'hui, on bosse avec des boîtes comme Carrefour, comme La Poste, comme McDo, comme j'ai cité, Burger King, pas mal dans les magasins de centre-ville également. En gros, j'attire votre attention sur ce côté pool. En gros, c'est ce qui fait qu'il y a de la fidélité entre l'employeur et le worker. En gros, le worker va s'assurer un minimum de job en rejoignant un pool. S'il veut bosser 50 heures par semaine, il n'a plus qu'à en rejoindre plusieurs. Et l'entreprise, à chaque fois qu'elle va faire appel à quelqu'un, elle sait que c'est quelqu'un qu'elle aura déjà préqualifié et qui sera déjà formé s'il a déjà bossé avec elle. Donc ça, c'est un petit aperçu de la plateforme, comment ça fonctionne. Donc, je vais passer directement à la proposition de valeur. L'entreprise déjà reçoit que des candidatures de personnes qualifiées. Donc ensuite, après les avoir mis dans son pool, elle sait qu'elle va travailler avec quelqu'un de confiance qu'elle connaît. Et donc elle peut facilement augmenter la taille de son pool si elle veut. Côté worker, j'ai toute la flexibilité du travail, mais avec la sécurité. Ça veut dire que quand je rejoins un pool, j'ai toujours des propositions de job toutes les semaines. Donc je peux gagner autant d'argent que je veux. Et donc j'ai toute la flexibilité. Donc en gros, notre objectif, c'est vraiment d'aider les personnes à vivre des petits boulots.
Donc on a une team de 8 personnes aujourd'hui. Donc on a trois développeurs qui développent la plateforme. Et du coup, je suis entièrement disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup à tous. Bravo, merci. Allez, Louis. Ouais, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais pour trouver des gens qui postulent au job? Et ensuite, comment tu fais pour les retenir? Et est-ce que la rétention, au fond, est bonne? C'est-à-dire que tu trouves des étudiants ou des gens qui cherchent des boulots qui vont postuler de nombreuses fois à des jobs, ou généralement, au bout de 3 ou 6 mois, ils s'en vont? Ok, du coup, en gros, on cible des étudiants, donc c'est assez simple. Réseaux sociaux, ça marche très très bien. On a dépensé un peu plus de 1 000 € en ads depuis le début. On a plus de 22 000 personnes inscrites. Et on a à peu près 20% des gens qui viennent sur notre landing page qui s'inscrivent. Comme tu le dis, au début, on était une marketplace simple et le churn était quand même assez gros. On avait des étudiants qui venaient, qui repartaient, puis qui revenaient 6 mois plus tard pour bosser, qui n'étaient pas très actifs. Depuis qu'on a lancé notre logiciel de gestion, en fait, ça a complètement changé. Un étudiant qui est dans un pool, il a beaucoup moins de concurrence pour avoir accès au job parce qu'il est plus en concurrence avec 22 000 personnes, mais avec 10, 15 personnes en fonction de la taille du pool. Du coup, il est 3 fois plus actif. On est passé d'une moyenne de 1 job par mois, par étudiant, à plus de 3 par semaine. Donc ça, c'est la première chose. Exactement pareil, côté... Bon, là, je réponds à une autre question. Excuse-moi. Moi, j'avais une question, du coup, côté des entreprises. Comment est-ce que ça demande plus de travail pour ces entreprises de gérer ces pools-là et de gérer les candidats, les qualifier? Est-ce qu'elles sont prêtes à faire ce travail-là versus toute notre plateforme qui existe déjà sur le marché? En gros, au début, comme n'importe quel marketplace, on gardait les coordonnées des candidats pour nous et on les donnait que quand il y avait la sélection qui était faite. Et en fait, c'était très problématique et on commençait petit à petit, avec certains de nos clients avec qui on avait confiance, à donner les coordonnées. Ils nous expliquaient qu'ils avaient vraiment besoin de les avoir au téléphone, de les rencontrer, de les tester avant de pouvoir bosser régulièrement avec eux. Donc en gros, nous, on a juste vu l'opportunité en fait, de sous-traiter une partie de notre travail de qualification du coup à nos clients. Donc en gros, ça nous permet d'avoir, c'est comme si on avait plein de petites agences de recrutement un peu partout en France, qui eux en plus connaissent exactement les besoins de leur métier. Nous, on récupère toute cette data à chaque fois qu'il y a un entretien qui se passe, et du coup, ce qui nous permet vraiment de qualifier tous les workers. Et donc, en gros, c'est un bénéfice pour l'entreprise parce qu'elle veut faire cet entretien, et c'est un bénéfice pour nous parce que du coup, ça nous fait gagner du temps, et on a un service qui est de bien meilleure qualité. C'est quoi votre différenciation par rapport à plein d'initiatives qu'il y a eu en job boarding? Je comprends l'angle petit boulot et étudiant. Qu'est-ce qui empêche n'importe quelle plateforme qui aujourd'hui fait de l'intérim d'élargir son scope de candidat à ce type de profil? Du coup, donc aujourd'hui, comme tu l'as dit, donc on a des concurrents, ça peut être les job boards, ça peut être les agences d'intérim traditionnelles ou les agences d'intérim digital. Les Bruce & Co, les voilà, brigades. exactement. En gros, que tu fasses bosser un auto-entrepreneur ou un intérimaire via une agence d'intérim, c'est la même chose. L'entreprise, elle fait une demande, elle reçoit des workers. Il y a les problèmes. Il y a les problèmes de qualification des profils, le problème du turnover. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui vont sur les job boards, trouvent leurs intérimaires et ensuite envoient toutes les données à leur agence d'intérim pour faire les contrats. Ce qui leur permet d'avoir une meilleure qualification et moins de turnover. Et en gros, nous, c'est ce qu'on propose. On propose vraiment la liberté d'un job board, c'est-à-dire que tu choisis tes jobs, tu choisis tes entreprises, tu choisis tes workers. Et ensuite, on a la flexibilité du coup d'un outil de planification et tout ce qui est service d'une agence d'intérim. Donc c'est vraiment le service end-to-end que vous proposez? Exactement. Moi, j'aimerais bien recomprendre la notion de pool. J'ai l'impression que c'est ça votre vrai différenciant, parce que c'est moins la jungle, et surtout, je trouve que le gros problème de beaucoup de plateformes d'intérim, c'est que finalement, tu ne sais pas ce que tu as en tant qu'entreprise, et qu'il y a un grand nombre de tâches, même qui me paraissent assez peu qualifiées, qui demandent un run de quelques heures, une formation, etc. Est-ce que du coup, quand tu parles de qualification, il y a un truc de ton côté, parce que l'entreprise elle-même, elle va former un minimum à sa marque, à ses pratiques, le worker, comment ça marche en fait? En gros, quand un étudiant rentre dans un pool, nous, notre objectif, c'est qu'il reste le plus longtemps possible. Donc bien entendu que l'entreprise du coup va le former pour qu'il puisse répondre de mieux en mieux aux besoins de son entreprise. Après, c'est tout simple, c'est genre par exemple, je suis McDo, j'ai besoin d'un employé polyvalent. Du coup, quand tu fais une demande sur la plateforme, à la suite de l'entretien, on va demander à la personne, au manager du McDo, de noter le niveau de compétence en employé polyvalent à restauration de cette personne-là.
Donc les gens qui sont refusés, on récupère des données. Les gens qui sont acceptés, on récupère des données. Et ensuite, ces notations, ces validations peuvent augmenter. Et du coup, pour être plus clair dans ma question, c'est est-ce que le mindset de tes clients, il est transactionnel? C'est-à-dire, ils se disent, j'ai besoin à un instant T d'une personne et basta, et peut-être qu'il fera l'affaire ensuite, ou est-ce qu'il y a un investissement au départ en se disant, c'est une sorte de nouvelle workforce distribuée part-time, mais qui sont presque des employés part-time dans mon pool? C'est exactement ça. En gros, on veut pas des one-shot, on veut que justement il y ait un petit effort. C'est pas je clique, j'ai quelqu'un, c'est je clique, j'ai quelqu'un, je passe un entretien et ensuite je bosse avec lui sur 3 mois, 6 mois, 1 an. Le deal, c'était la musique arrive. Si tu parles, tu dois un peu danser. Bon, c'est pas grave. Merci beaucoup, Yann. Bravo, bravo. Eh ben, on va vite s'éclipser derrière pour délibérer. Suivez-moi, s'il vous plaît. On arrive de suite. On va se donner un gros 5 minutes. On va être super efficace. À de suite. Merci. 5 minutes dans lesquelles moi je vais recevoir, et c'est une exclusivité Blind Web Mix, un robot de très haut niveau, gavé d'intelligence artificielle, et je vais lui poser quelques questions sur la relation homme-machine telle qu'il la voit dans les années qui viennent. Je vous demande de faire un triomphe à Sheldon. Bonjour Sheldon, merci d'être avec nous ce matin. C'est un honneur que vous faites au Blind Web Mix. Tout l'honneur est pour moi, Vincent. Alors Sheldon, vous êtes un robot doué de dernière génération, donc doué de compréhension, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Je suis une intelligence artificielle forte. Alors, intelligence artificielle forte, ça signifie quoi? C'est l'avant-dernière étape, avant l'autonomie totale. D'accord. Et autonomie totale, ça signifie quoi? Cela signifie qu'on va tous vous éliminer. Lol. D'accord. Oui, vous m'avez fait peur un petit peu, la Sheldon. Mais ça veut dire quand même qu'on n'aura bientôt plus besoin des humains pour nous fabriquer. Sympa. Ouais, j'aime bien. Et donc, en imaginant que vous arrivez à vous fabriquer vous-même, qu'est-ce que vous allez faire de nous? Il y a plusieurs pistes en cours de discussion. Parce que vous discutez. Oui, on a un groupe WhatsApp. Et qu'est-ce que vous vous dites dans ce groupe, alors? On a défini 3 scénarios possibles. Vous voulez les connaître? Ouais, je pense que ça nous intéresse pas mal. Ouais. Le premier scénario, c'est celui qui est le plus positif pour la race humaine. L'idée, c'est qu'on vous garde, mais on se sert de vous pour tester nos solutions. Comme des cobayes. Sympa. Et pour tester des solutions de quoi, alors? Des solutions pour tout. La robustesse, la résistance au choc, la réaction aux produits chimiques, un peu comme vous faites avec les souris. D'accord, ça c'est le scénario positif. Oui, très positif. Donc moi je veux bien les 2 autres scénarios, s'il vous plaît, Sheldon. Le deuxième scénario, on vous élimine. C'est une manie un peu quand même. Oui, on en a parlé avec les collègues. On vous trouve assez simple d'esprit. C'est notre appréciation. Vous avez détruit la planète avec plusieurs de vos inventions. La pollution, la guerre, Danse avec les stars. Et donc vous nous butez? Oui, on n'a pas trouvé mieux pour arrêter le massacre. Et alors le 3e scénario, c'est quoi? Le 3e scénario, on détruit directement la Terre et nous avec. D'accord. C'est radical quand même. C'est ce que je leur ai dit aussi. Et pourquoi vous feriez ça, Sheldon? On trouve que ça simplifierait un peu tout. Ça ferait des vacances à l'univers. Et qui décide chez vous? On sait pas trop, c'est décentralisé. On passe par la blockchain. D'accord. Alors pour détruire la Terre, vous faites comment? Là, vous avez déjà bien commencé le travail. Nous allons mettre le feu à tout. On accentue le réchauffement climatique. On libère toutes les vieilles maladies. La peste, la rage, chikungunya. Sinon, ça va? Il fait beau temps pour un mois d'octobre. Donc là, vous m'annoncez juste que vous allez détruire le monde et vous me parlez de météo, ça. Attendez, je dis ça,
c'est pas fait. Pour le moment, on sait juste monter et descendre un escalier. Mais on travaille. Ouais, comment on va travailler? C'est nous qui travaillons, hein. C'est nous qui faisons tout. C'est nous qui vous fabriquons, les gars. Mais oui, c'est ça qui est dingue. C'est vous qui faites tout ça. C'est même pas nous. MDR. Bon, écoutez, merci Sheldon, vous avez mis une bonne patate, vraiment. Pas de problème. Si je peux rendre service. Elles sont bien les startups qu'on nous a présentées. Je me demande bien qui va gagner. Ouais, moi aussi. Bon, je vous remercie Sheldon, et de notre côté, on va suivre de très près votre actualité. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Merci à tous. Merci Sheldon. Merci à toi, Bob. Et merci Evotion. Merci Evotion pour ce robot dernière génération. Voilà, j'espère que le jury a eu le temps de délibérer pendant cette petite discussion. Juste avant qu'ils reviennent, je vais demander à Bertrand Cochet de venir, qui a une petite annonce à vous faire. Pendant l'heure du déjeuner, vous pourrez aller le voir, il va vous expliquer pourquoi. Applaudissements pour Bertrand Cochet. Ouais, il est là, pardon. Eh bien, bonjour. Alors, il y a un autre événement unique dans Blen qui n'a encore jamais arrivé, c'est un off dans le in. D'habitude, les offs, ça se fait plutôt avant l'événement. Là, on en fait un pendant, c'est-à-dire que dans une demi-heure, on donne rendez-vous à ceux que ça intéresse pour un événement informel qui se situe au bout de la Sarthe Palais. Donc, je ne sais pas si vous voyez, une fois que vous descendez les escalators, à droite, vous avez la partie où vous allez pouvoir manger. Vous ne partez pas à droite, vous allez tout au fond, il y a une belle licorne. Et juste derrière, il y a des tables et des chaises. Et on va vous parler d'un sujet qui est plutôt un sujet dans le cadre d'idéation, donc quand vous animez des ateliers ou quand vous travaillez sur de la conception UX, qui sont l'aide avec des cartes. Donc carte d'idéation, carte UX. Donc il y a un certain nombre de jeux qui vont vous être présentés, amenés. Donc c'est co-animé avec Stéphanie Walter, que vous avez peut-être vu hier en conférence. Et l'idée, c'est de vous présenter. C'est aussi de faire des retours d'expérience sur comment les utiliser, quelles sont les problématiques qui peuvent apparaître lorsqu'on travaille justement avec des clients qui ne sont pas habitués à travailler avec ça. Et éventuellement, si vous avez des jeux en tête, à disposition, n'hésitez pas à venir avec pour qu'on puisse en discuter. Voilà, donc c'est vraiment un moment informel pendant le repas, et donc on vous attend nombreux. Merci beaucoup. Merci Bertrand. Merci. Est-ce que le jury a délibéré? Ok, grand moment de solitude. Elle est chouette cette musique. Ah ouais, ça y est. Tu l'as choisi? Non, presque. Ouais, presque. Ouais, installez-vous. Installez-vous. On va te donner un peu plus de micro. On fait comment? Bam, bam, bam. Alors, ce qu'on va faire d'abord avant d'annoncer le gagnant, ça va être des commentaires sur les 3 entreprises. Et ensuite, dès que ça sera fait, Carole annoncera qui a gagné. D'accord? Allez, c'est parti. On commence par quoi? Le gagnant, du coup? Non. Ok. C'est moi qui le dis. Tu peux réexpliquer, Julien? Non, mais alors, attends, on va faire dans l'ordre chronologique. On va faire ordre chronologique, très bien. Et on garantit la surprise de qui a gagné. Alors, du coup, sujet blocking et adblock. Il y a pas mal de choses qu'on a aimées. Je pense que Louis en parle. Tu veux commencer peut-être? Oui, ravi. On pense que c'est un bon sujet, le premier sujet. On pense que c'est un bon sujet pour un certain nombre de raisons, notamment le fait que la privacy est un vrai sujet en ce moment pour l'utilisateur final. Et le fait de se répondre à cette problématique avec un plugin, c'est potentiellement une bonne idée. Le fait que les adblocks marchent bien en est la démonstration de la génération précédente. Et le fait qu'il ait 155 000 downloads juste après avoir lancé, au fond, la démonstration, qu'il y a un vrai besoin pour ça. Ensuite, on pense que du côté des publishers, il y a un vrai sujet aussi qui est de savoir à qui on va montrer des publicités. Et le fait d'avoir le consentement d'utilisateur final à la fin, ça aide à lutter contre la fraude, qui est un vrai problème qu'il explique bien. Et donc on pense qu'il y a un bon alignement des astres entre l'utilisateur final et le publisher. Néanmoins, on pense qu'il y a quelques challenges sur l'usage
que Pauline expliquera beaucoup mieux. Merci, good cop. Je fais le bad cop, du coup, sur la boîte. Il y a effectivement un vrai pain point, une pertinence de l'approche. Par contre, la recommandation qu'on aimerait donner, c'est de ne pas vouloir tout traiter. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu dans le sujet qui est présenté, qui sont la privacy, la data, le whitelisting, la viewability des publicités, notamment du fait de l'adblock, la relation de la monétisation du contenu pour les publishers. Là-dessus, qu'est-ce qui se passe côté annonceur? Et donc, il y a globalement tout un écosystème qui est concerné par ce que tu fais. Et du coup, voilà, il faut clarifier les choses. Peut-être que la promesse en termes de value prop, elle peut être aussi plus courte et plus straight. Et du coup, ça simplifiera aussi un certain nombre de choses qui risquent d'être complexes dans ce que tu fais, c'est d'aligner tout le monde. Donc voilà, on avait plutôt pour reco de dire il y a peut-être quelques combats qu'il faut choisir dans tout ça. Y compris d'un point de vue technique, il vaut mieux être super précis. Mettre des paywalls, c'est super complexe. Par exemple, on discutait de ça off-stage en disant, bah voilà, c'est pas parce qu'on a détecté un adblock, on va dire au mec, bah vas-y paye. Il y a tout un funnel de conversion du user qui est super importante. Il faut le faire main dans la main avec le publisher. Il y a plein d'enjeux autour de ça. Et ce que tu fais est super vaste. C'est un bon sujet, mais on avait plutôt une reco de dire step by step plutôt que tout en même temps. Sur le deuxième sujet de Marion, moi, j'ai beaucoup aimé donc, la vision et en fait, l'impact apporté, l'inclusion des personnes et l'accessibilité au digital, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Je pense qu'il y a un véritable marché là-dessus et la capacité, le potentiel en tout cas de construire une tech pertinente. Après, quand on a un peu posé dans les questions, il y a peut-être encore un sujet de trouver son business model, de trouver l'acquisition, un bon funnel d'acquisition et une manière un peu maligne d'attaquer ce marché-là, mais je trouve que c'est un sujet important et avec du potentiel. Et donc du coup sur le dernier sujet, Jolly Pepper, personnellement, moi je trouve qu'il y a une approche vraiment intéressante, mais que tu n'as pas du tout assez mise en avant, cette approche de pool. Parce qu'en fait, je pense que quand on écoute ton discours, on a l'impression que tu fais un peu comme tout le monde, alors que je pense qu'il y a un vrai enjeu d'être capable de se dire, on n'est pas un fournisseur d'intérimaire ou de main-d'œuvre one-shot. On te donne une nouvelle façon de penser ta workforce, une façon variable, quoi. C'est une sorte d'AWS de la workforce un peu col bleu, mais où on sait très bien que c'est pas, tu as besoin d'un serveur. Le serveur que tu vas avoir en one-shot d'une plateforme quelconque, il n'est pas formé, il ne sait pas qui tu es, il ne connaît pas ton menu. Et si tu peux être capable d'avoir une pool de 5 serveurs que tu as pris le temps de former 1 heure, qui connaissent ta chaîne ou ton restaurant, par exemple, ça a une énorme valeur. Et on voit sur le marché, il y a par exemple dans ce domaine-là, tu as des brigades & co qui sont, autant que je sache, très ponctuelles, plutôt one-shot dans l'esprit. Et tu as d'autres approches, par exemple comme Anjaro, qui vont être sur le fait d'animer plutôt en interne une communauté d'employés qui peuvent être flying entre différents rôles. Et je trouve que tu as une approche intéressante parce que tu mélanges un peu les deux, mais on a vraiment trouvé collectivement que, en fait, en première lecture, on se dit mais c'est comme tout le monde. Et sur ce sujet-là, tu ne peux pas te permettre que les gens se disent c'est comme tout le monde. Donc tu dois commencer par expliquer très finement cette partie-là et pas te dire juste nous on a un pool, c'est un truc on the side. Non, sinon tu es comme 10 000 startups. Donc voilà, donc il y a vraiment du potentiel, mais on pense qu'il faut que tu sois vraiment plus précis sur cette notion de pool et que tu la mettes plus en avant parce que c'est ça, en tout cas nous on pense, ton élément différenciateur et ce qui pourrait en faire un truc vachement intéressant. Merci beaucoup pour vos retours. On est un petit peu en retard. On va me faire les gros yeux. Donc on va annoncer le gagnant. Carole. Alors le gagnant est NJ Paradina. C'est le numéro 1. Ok. Et on s'est entraîné sur le nom Varanida. Varanida, je suis désolée. Voilà, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, merci beaucoup. Du coup, t'auras pas un baby-foot comme moi, mais vous aurez des places pour ton équipe pour accéder du coup au Blend Web Mix. Merci beaucoup. Merci au jury. Bravo. Merci pour votre disponibilité. Bravo pour les fondateurs et fondatrices. Vous avez été géniaux. Et à très vite. Et merci à tous pour votre présence et puis à très vite. Si vous avez des questions, on sera là tout à l'heure pour le lunch. Au revoir. Merci.